Mes chers collègues, nous reprenons cette semaine nos travaux avec l'audition de M. Olivier Schrammeck, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je rappelle que, créé par la loi du 17 janvier 1989, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pour mission de garantir la liberté de la communication audiovisuelle dans notre pays. La loi du 30 septembre 1986, modifiée à de nombreuses reprises, lui confie de très larges responsabilités. L'article 1er de la loi du 15 novembre 2013 a modifié le statut du Conseil en lui conférant la qualité d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. À travers cette loi, le CSA a également vu ses compétences largement renforcées, notamment en retrouvant le pouvoir de nomination des dirigeants de l'audiovisuel public. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel était dirigé par un collège composé de 9 membres, nommés par décret du Président de la République, et la loi du 15 novembre 2013 prévoit de réduire progressivement ce collège à 7 membres, dont 3 désignés par le Président de l'Assemblée nationale et 3 par le Président du Sénat. Ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique, ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques. Après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles, qui statue à bulletin secret à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Actuellement, le collège est composé donc de 8 membres. Le président est nommé par le président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du Conseil. En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du Conseil le plus âgé. Voilà, brosser rapidement ces points. Je rappelle que, comme la loi le permet, votre audition, Monsieur le Président, fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé en version papier et aussi sur le site Internet du Sénat. Par ailleurs, votre audition est ouverte au public et à la presse et fait l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure, Madame la Présidente. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part que vous nous fassiez part de vos observations pendant une dizaine de minutes. Après quoi, notre rapporteur, Jacques Mézard, et les membres de la commission qui le souhaitent, vous pourront vous poser leurs questions. Et je rappelle à cette occasion, mais bon, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas, que si certains de nos collègues veulent assister à l'audition, ils pourront le faire, mais seuls les membres de la commission d'enquête peuvent poser des questions. Voilà, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente de votre accueil, Monsieur le rapporteur, Madame la sénatrice, Messieurs les sénateurs. Je suis heureux de cette occasion de venir m'expliquer devant vous en réponse à vos questions et en commençant par rappeler un certain nombre de caractéristiques de l'institution que j'ai la responsabilité de présider. Alors, vous en avez rappelé l'historique et les traits constitutifs, Madame la Présidente. Je voudrais simplement dire que ce choix de l'autorité indépendante, devenue autorité publique indépendante, comme vous l'avez rappelé, est un choix traditionnel et constant qui a fait suite à l'ouverture des fréquences audiovisuelles et radiophoniques au début des années 1980. Il a été jugé que la protection des valeurs de droit et la promotion du secteur justifiaient, à la fois sur le plan juridique, social et économique, une institution qui vienne s'intercaler entre les pouvoirs publics exécutifs et l'autorité législative que vous êtes. C'est donc cette tradition qui est soumise à votre examen, étant précisé qu'elle est aussi une tradition européenne. Car dans le droit de l'Union, l'exigence d'une autorité indépendante se dégage tout naturellement des enjeux d'indépendance des médias et de la production audiovisuelle
qui irrigue l'ensemble de ce qu'on appelle la directive SMA, Services de médias audiovisuels, et en particulier, il y est fait référence par le considérant 94 et l'article 30 de la directive. Par ailleurs, comme vous le savez sans doute, a été créée l'année dernière une organisation des régulateurs européens de l'Union européenne, l'ERGA, dont un des premiers actes, d'ailleurs le premier groupe de travail, a débouché sur une déclaration du mois d'octobre 2014 qui met l'accent sur les critères d'indépendance des autorités indépendantes de l'Union européenne, et notamment les critères de choix, les critères d'absence de pression politique, d'indépendance économique, d'autonomie financière et de capacité de régler des différends sous le contrôle du juge. Une déclaration spécifique a été le premier acte de ce réseau qui fonctionne actuellement. Alors, je me contenterai, dans le laps de temps que vous m'avez fixé, d'insister sur 3 points, Madame la Présidente, les fonctions, l'organisation, la responsabilité. Sur les fonctions, comme je l'ai dit, il y a d'abord la garantie des droits et libertés des citoyens que sont les téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs et auditrices, face à la fois au pouvoir public exécutif et aux groupes de pression de toute nature, en particulier économique. Mais sur le plan économique, il y a aussi la sauvegarde et la promotion d'équilibre d'un secteur sensible où l'État est partie prenante à la fois comme autorité normative et comme opérateur économique sur le marché. Alors, sur la garantie des droits et libertés, bien connue, je serai bref à ce stade. Je rappellerai qu'un certain nombre de principes qui peuvent limiter la liberté de communication audiovisuelle, qui reste le principe, sont énumérés à l'article 1er, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, mais également, plus spécifiquement en ce qui concerne le CSA, l'article 3.1 de la loi. Par exemple, le principe de dignité humaine ou la sauvegarde de l'ordre public. Nous en avons vu une illustration, y compris contestée, à propos des attentats qui ont endeuillé notre pays en janvier dernier. Mais nous avons aussi beaucoup d'autres missions de lutte contre les discriminations et pour la diversité, et des missions qui s'étendent à des objectifs sociaux tels que la promotion de la santé publique ou le développement durable. Ce n'est pas là l'essentiel, je le note en passant. En revanche, je me permets de dire un mot du pluralisme, qui est tout à fait essentiel dans la fonction qui nous est dévolue, par l'édiction de recommandations pour le pluralisme des médias, par le contrôle des déclarations des chaînes et des stations dont nous informons régulièrement par courrier mensuel le Parlement, et par la réglementation des campagnes officielles sur le service public. Du point de vue de la régulation économique, la forte présence de l'État que j'ai déjà notée vient du fait d'abord que, comme vous le savez, les télévisions et radios hertziennes appartiennent au domaine public de l'État, que l'économie de l'audiovisuel est encore très réglementée, notamment dans le cadre de l'exception culturelle, et que cette réglementation débouche sur une régulation qu'elle encadre, soit que celle-ci s'exerce unilatéralement, soit que celle-ci s'exerce par des conventions signées avec les chaînes ou avec les stations de radio. Et par ailleurs, comme vous l'avez rappelé, un opérateur puissant sur le marché, le service public de l'audiovisuel, a pour seul actionnaire l'État et est pourtant un des acteurs de l'ensemble régulé par le Conseil. Si je tentais une synthèse, je dirais, en empruntant au Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 2000, qu'en définitif, l'objectif à réaliser est que les auditeurs et téléspectateurs, qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté de communication, soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché. Alors, de cela résulte toute une série de compétences économiques, sur lesquelles je serai bref, qui tiennent à la régulation de l'accès au marché, autorisation des services hertziens, conventionnement des services non hertziens, déclaration préalable des distributeurs et des SMAD, ou à la régulation du fonctionnement, comme le contrôle de la concentration, l'évolution des programmes, les changements de modèle économique payant gratuit ou la résolution des litiges.
En matière de gouvernance de l'audiovisuel public, vous l'avez noté, Madame la Présidente, outre la compétence de nomination que vous avez rappelée, nous exerçons une compétence consultative sur les cahiers des charges et des contrats d'objectifs et de moyens, et aussi, et notamment en vertu de la loi du 15 novembre 2013, une compétence de contrôle et d'évaluation sur le respect de ces instruments contractuels. Et pour cela, et j'y insiste, nous sommes soumis à un certain nombre de règles de procédure et de contrôle à nos yeux tout à fait essentielles. Consultation des intéressés par des auditions, en général des auditions publiques, des études d'impact qui se sont multipliées en vertu de la législation de 2013, le principe de la mise en demeure préalable à l'engagement de toute procédure de sanction qui a été affirmé par le Conseil constitutionnel dès 1989, la motivation de toutes nos décisions et, cela va de soi, le contrôle du juge. Par ailleurs, la procédure disciplinaire a été modifiée en 2013 pour être parfaitement conforme aux jurisprudences constitutionnelles et conventionnelles par la nomination d'un rapporteur indépendant désigné par le vice-président du Conseil d'État. Organisation, je serai très bref, vous avez rappelé l'essentiel, Madame la Présidente. Je ne reviendrai pas donc sur le nombre, sur les conditions requises par la législation. Je dirais tout de même que l'implication du Parlement, qui nomme donc en perspective 6 membres sur 7 à la majorité expresse des 3/5, marque une implication qui, à ma connaissance, ne connaît aucun équivalent dans aucune autorité administrative indépendante. C'est donc un lien structurel profond qui aboutit à une composition du collège actuellement de 8, qui est paritaire et qui comporte 2 juristes ayant l'expérience des affaires publiques, 3 professionnels des médias, 2 économistes et ingénieurs et un ancien sénateur, président de la Commission des affaires sociales du Sénat, Nicolas Abrault. Les fonctions de membres du CSA s'exercent à temps plein, les conseillers sont très fortement mobilisés, chacun prend la responsabilité de présidence et de vice-présidence de groupe de travail, qui, même si un effort de réduction a été consenti en janvier dernier, reste d'un total de 19, ce qui est tout de même considérable, mais qui correspond à l'éventail des missions du Conseil. Et par ailleurs, nous sommes soumis à un triple encadrement déontologique, des dispositions législatives spécifiques de la loi de 86 qui interdisent notamment 6 secteurs complètement, l'audiovisuel bien sûr, mais aussi le cinéma, l'édition, la presse, la publicité et l'ensemble des communications électroniques, non seulement pour la durée de notre mandat, mais pour une année ultérieure, plus évidemment la réglementation des conflits d'intérêts, l'ensemble des dispositions législatives applicables aux AI en vertu de la loi que vous connaissez bien du 11 octobre 2013, et un code de déontologie qui a été élaboré par le CSA lui-même. Quant aux collaborateurs du CSA, ils font l'objet d'une recommandation de 2008. Ils correspondent à 284 équivalents temps plein. La majorité est administrativement hébergés dans ce qu'on appelle la tour Mirabeau avec d'autres services administratifs, ministère du Travail, IGAS ou encore BRGM, mais nous avons des implantations territoriales qui pour nous revêtent une très grande importance, 12 CTA en métropole et 4 outre-mer, et nous veillons à une mutualisation de nos locaux dans une optique d'économie. Je sais d'ailleurs, pour avoir lu le compte-rendu, que Madame Nathalie Morin vous a parlé de cet aspect domanial de notre régime. En tant qu'autorité administrative indépendante, nous percevons une subvention de l'État sous un titre unique. Nos dépenses de fonctionnement ont baissé de 13% depuis 2013. Et nos dépenses de personnel également, bien que nos missions aient été assez considérablement augmentées, notamment par la loi de 2013. Je terminerai, Madame la Présidente, en disant simplement que j'ai eu beaucoup d'occasions de l'affirmer, mais ceci en est une particulièrement précieuse. Nous sommes attachés à des rapports étroits de dialogue avec les pouvoirs
public exécutif. Nous avons notamment des sujets d'échange communs, particulièrement denses, comme l'audiovisuel public ou le régime de financement de la production audiovisuelle. Nous avons aussi beaucoup de liens avec d'autres autorités administratives indépendantes, avec des demandes d'avis croisées, notamment l'ARCEP ou l'autorité de la concurrence. Mais le lien essentiel, c'est le lien avec le Parlement. Comment le CSA doit-il être conduit à honorer les missions dont le Parlement lui a fait la confiance de les lui confier? J'ai souligné dès avant ma nomination, et je me permets de me citer juste pour montrer la continuité de mon propos, à quel point je compte sur les rapports avec le Parlement pour orienter, accompagner, tout en la contrôlant, la démarche du CSA. Parlement qui fixe, vous le savez, depuis la révision de 2008, les règles relatives au pluralisme et à l'indépendance des médias. J'ajoutais que cette relation est indispensable à la légitimité même du CSA, le législateur étant pris à la fois dans son rôle d'évaluateur et de responsable de la loi. Ceci s'exprime par de très nombreux rapports. Le rapport annuel qui a été considérablement enrichi en 2013 et qui constitue une sorte d'évaluation ex post de l'activité du Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais aussi par des initiatives très fréquentes prises par le Conseil d'adresser au Parlement des rapports pour promouvoir la diversité de la société française, rapports sur des sujets plus techniques comme l'intensité sonore des programmes de télévision, la pratique du CSA consistant à établir systématiquement un bilan public de l'application de ces recommandations pour les campagnes électorales, et nous vous adresserons très prochainement celui qui est relatif aux échéances électorales de l'an dernier. Un rapport aussi qui est consacré à la situation des personnes handicapées. 2 rapports vous ont été adressés récemment en début d'année, l'un sur la concentration dans le secteur de la radio et l'autre sur la radio numérique terrestre. Et je dois dire que vous m'offrez l'occasion de me présenter devant vous pour différents sujets très fréquemment, puisque cette audition, et je clôture là mon propos introductif, est la 11e à laquelle je suis convié depuis le début de l'année au Parlement. Monsieur le Président, je vais donc donner tout de suite la parole à notre rapporteur, Jacques. Merci Madame la Présidente. J'espère que la 11e fois, Monsieur le Président, ne sera pas trop lassante et que ce ne sera pas la répétition de questions qui vous ont déjà été posées. Je ne l'escompte pas, Monsieur le Sénateur. Je vois que nous nous comprenons. Tout d'abord, je voudrais votre avis. Vous êtes, depuis un certain nombre d'années, un grand serviteur de l'État, et dans mon propos, ce n'est jamais péjoratif, parce que ça constitue une des épines dorsales de notre République. Vous avez une longue expérience du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, des affaires étrangères, du gouvernement. Et j'aimerais vous poser une question par rapport au corpus même de notre commission d'enquête. Quel est votre avis sur la multiplication des autorités administratives indépendantes? Je pense que dans beaucoup de cas, on a fait comme M. Jourdain des autorités administratives indépendantes sans nécessairement le vouloir. Et d'ailleurs, les premiers rapports du Conseil d'État sur la question ont eu comme principal objet de dénombrer les autorités administratives indépendantes, car certaines ont été créées volontairement par la loi, le législateur que vous êtes, d'autres par le pouvoir réglementaire, et d'autres en quelque sorte par la pratique, à tel point qu'un certain nombre de traits caractéristiques agrégés ont fait que on a considéré que telle ou telle institution pouvait entrer dans cette catégorie. Mais ça n'a pas fait partie d'un plan délibéré et une réflexion préalable sur le rôle que pouvaient jouer des autorités qui garderaient leur distance vis-à-vis du pouvoir exécutif dans des domaines essentiels pour les droits et libertés ou dans des domaines où l'État
avait un tel rôle dans la sphère économique qu'une autorité de régulation était seule à même de maintenir, de contrôler et d'orienter des équilibres économiques dont il fait partie intégrante. Et énonçant ces deux considérations, j'énonce par là même dans mon esprit les deux critères essentiels qui peuvent justifier des autorités administratives indépendantes. C'est dire que lorsque l'on est confronté aux chiffres d'une quarantaine que vous avez mentionné d'emblée, on ne peut être que frappé par l'écart entre cette inspiration fondamentale et le foisonnement actuel. D'ailleurs, ayant été membres de commissions qui ont réfléchi sur notre vie publique, en particulier la commission présidée par M. Balladur qui s'était penché sur cette question. Nous nous étions beaucoup interrogés, notamment sur la fusion de certaines autorités, et en particulier l'institution du défenseur des droits n'a pas été étrangère à cette réflexion, même si celle qui a été développée sur un conseil du pluralisme a été, elle, sans lendemain. Merci. Ces autorités administratives indépendantes, et ce n'est pas forcément d'ailleurs, en tout cas ça ne l'est que très partiellement le cas du CSA, nous constatons que leur composition relève quand même, certains ici, dans mes collègues, on va appeler ça une certaine consanguinité, mais le mot est trop fort, en tout cas d'une composition émanant essentiellement soit de conseillers d'État, soit de Cour des comptes. Alors, bien évidemment, tout cela après vote du Parlement, généralement. Donc, il ne s'agit pas de... Il faut aussi assumer que chacun assume ses responsabilités. Mais là aussi, ne pensez-vous pas qu'on arrive à des situations où on peut tourner en rond un peu dans le même milieu, au-delà des compétences qui ne sont pas remises en cause, et que cela peut poser un problème, d'autant que vous venez de nous dire, Monsieur le Président, et c'est une réalité, d'ailleurs ça figure dans la réponse au questionnaire très complet que vous nous avez envoyé, très complète, qu'il y a de plus en plus de liens entre certaines autorités administratives indépendantes qui, pour des raisons soit législatives, soit de simple bon sens, sont amenées à collaborer. Je me permettrai de marquer à nouveau que ce trait n'est pas un trait du CSA, puisque il y a une très grande diversité. C'est pour ça que j'ai été assez précis tout à l'heure pour ne pas avoir à y revenir. Je répondrai sur ce qui me semble être les deux versants de votre question, Monsieur le Sénateur. D'une part, il est vrai que la formation qui correspond à celle des institutions auxquelles vous faites référence repose sur un certain nombre de principes qui peuvent être favorables à la collégialité, car ces institutions sont par nature collégiales et elles reposent sur des principes de droit et de comportement qui sont profondément ancrés dans les consciences, et notamment le respect du secret des délibérés et le devoir de réserve. Et donc, ce sont des atouts qui, j'en atteste, ne sont pas négligeables dans la vie d'une autorité administrative indépendante. À l'inverse, s'il est très important de faire appel à des compétences, et notamment des compétences professionnelles, sociales, d'expérience, qui ne soient en rien limitées à l'expérience administrative, il est vrai qu'il peut y avoir un problème de recrutement de personnalités engagées dans la vie active qui se consacreraient pendant plusieurs années à une sorte de mandat social ou institutionnel et qui auraient beaucoup de mal à retrouver, soit pour des raisons de législation, j'en ai rappelé quelques-unes tout à l'heure, soit pour des raisons pratiques, le cours d'une carrière qu'elles auraient vécue comme interrompue par la charge qu'elles auraient acceptée. Et donc je pense qu'il est extrêmement utile que la composition
des autorités administratives indépendantes soient diverses et donc équilibrées, à condition que soient strictement respectés les principes qui fondent la délibération collégiale et que puisse être fait appel à des personnalités dont la qualité et l'expérience se soient marquées antérieurement et soient encore susceptibles de se marquer ultérieurement. C'est un souci de recherche de la perfection qui vous honore, et je n'en doutais pas, Monsieur le Président. Mais ceci étant, en cours de nos auditions, nous avons quand même constaté que bon, le recrutement était, il faut le dire, relativement restreint, et on se demandait, de manière non critique, c'est une constatation, comment un certain nombre de membres des collèges ou de présidents pouvaient réussir à faire autant de choses en même temps. Je sais que vous avez siégé dans la commission Jospin qui a conclu sur la nécessité que les parlementaires ne cumulent pas, mais alors, j'allais dire, en ce qui vous concerne, pas personnellement, mais tous ceux qui siègent dans les autorités administratives indépendantes, je trouve qu'en matière de cumul, vous êtes exceptionnel, mais vous devez avoir des qualités que nous n'avons pas. Alors, Monsieur le sénateur, d'abord, je répondrai en ce qui concerne le CSA, puis j'élargirai évidemment, puisque vous m'y invitez implicitement, ma réponse, bien sûr. Non, je rappellerai tout de même qu'en ce qui concerne le CSA, nous avons une obligation de nous consacrer exclusivement à nos fonctions, et que nos fonctions sont lourdes et astreignantes. En tout cas, en tant que président, je peux en témoigner personnellement ici. Les seules possibilités qui nous sont laissées, c'est de donner à l'occasion un enseignement non rémunéré et de pratiquer ce qu'on appelle les œuvres de la propriété littéraire ou intellectuelle ou scientifique, ce qui constitue une exception très générale admise par notre droit. Et donc, que lorsqu'on est au CSA, on se consacre intégralement au CSA. Et comme en plus on observe le devoir de réserve, que non seulement on respecte le secret des délibérations, mais encore que l'on n'a pas le droit de s'exprimer sur des affaires qui sont à l'instruction du Conseil, eh bien d'une certaine manière, on fait retraite. Une retraite très active. Alors, au-delà, Monsieur le Sénateur, au-delà, il y a, bien entendu, des fonctions d'autorité administrative indépendante qui ne sont pas des fonctions à plein temps. La question peut se poser de cumul d'activités à l'intérieur de la fonction publique, même s'il existe sur ce point une législation et une réglementation. Mais, de façon plus générale, l'accent que j'ai mis tout à l'heure sur la difficulté de faire appel à des personnalités du secteur privé ou social pendant une période par définition longue, parce que c'est un gage d'indépendance, et à plein temps, peut constituer aussi une justification du fait que certaines puissent poursuivre une activité. J'entends bien que cela pose souvent des problèmes délicats qui tournent autour de la notion de conflit d'intérêts. Et on voit bien d'ailleurs, par exemple dans le fonctionnement de telle ou telle autorité compétente en matière financière, que beaucoup de questions se posent sur les réseaux et les relations que d'aucuns peuvent entretenir avec d'autres. C'est donc effectivement, me semble-t-il, une question d'équilibre et de diversification qui rend difficile la généralisation du modèle, pardonnez-moi, de la référence singulière du CSA. Oui, il m'arrive de poser la question, mais avec le CSA, ça tombe pas bien, dire, mais quand même, avec le nombre de conseillers d'État qui sont dans ces autorités administratives indépendantes, s'il y a des recours au Conseil d'État, c'est quand même un peu gênant. Et alors, avec l'arrêt du 17 juin 2015, là, je fais flop. Donc, vous y échapperez, monsieur le Président. C'est pour moi un des rares avantages de la situation.
Nous y reviendrons, si vous voulez bien. Sur le fonctionnement du CSA, vous avez récemment finalement subi une mutation. Une mutation puisque vous n'êtes plus autorité administrative indépendante, vous êtes autorité publique indépendante. Pourquoi ce changement de statut? Alors, ce changement de statut a été inspiré par les mutations générales que vous avez assurément notées et analysées, c'est-à-dire que depuis la loi de 2003, qui a en particulier modifié le statut de l'autorité responsable en matière de marché financier, l'AMF, par fusion de institutions existantes, est apparue une nouvelle génération d'autorités indépendantes qui a été analysée par la doctrine et qui a montré un certain nombre de novations dignes d'intérêt. D'abord, pardon de ce langage très technocratique, mais il y a une fongibilité des crédits. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une dotation que l'État alloue, dans le cadre d'une discussion budgétaire classique, du programme 308 Droits et libertés en ce qui nous concerne, les gestionnaires que nous sommes ont la possibilité de faire la part aux priorités du moment. Par exemple, si on nous demande dans un temps extrêmement bref un très grand nombre d'études d'impact, nous pouvons être dans l'obligation de passer un certain nombre de crédits d'études qui sont imputés sur les titres de fonctionnement sans faire appel à des recrutements supplémentaires imputés notamment normalement sur le titre de personnel, donc titres 2 et 3 respectivement, parce que cela engagerait nos finances au-delà du raisonnable dès lors qu'il s'agit de répondre aux priorités d'une période particulière. Deuxième avantage, c'est que le collège prend la responsabilité de la gestion de l'ensemble de l'institution. Il fonctionne un peu comme le conseil d'administration d'un établissement public, à ceci près que c'est un établissement public sans tutelle administrative et financière classique. Et à mes yeux, le fait que cette responsabilité collective et solidaire ne se limite pas au traitement des affaires sur le fond, mais aussi à l'orientation et à la gestion de l'institution avec toutes les priorités qu'elle comporte, car chacun sait que le financement, c'est le décalque de l'activité interne d'une institution, me paraît une bonne chose. Et une troisième considération, bien sûr, je pourrais en développer d'autres, mais va peut-être vous surprendre, et pourtant, croyez qu'elle est profonde et authentique. C'est que cela rend plus rigoureux et plus étroit et plus efficace le contrôle. Car cette transformation se solde par la substitution à un comptable du Trésor qui n'est occupé qu'à temps partiel au contrôle de l'institution, à cette substitution une agence comptable qui est dirigée donc par un agent comptable qui est composé d'une équipe de 4 personnes, coordonnée en l'occurrence par une contrôleuse des finances publiques, et qui vérifie de son côté l'ensemble des comptes qui sont issus de la direction administrative financière et des systèmes d'information, et qui pousse aussi à une modernisation de la comptabilité, notamment pour favoriser d'une part une comptabilité patrimoniale et d'autre part une comptabilité dite de destination qui permet de mieux faire apparaître les fonctions actuelles et à venir de l'institution, la comptabilité analytique classique étant beaucoup plus statique. Si je comprends bien, vous avez, en étant autorité publique indépendante, le statut, vous avez la personnalité morale, premier élément. Et puis, il y a ce que vous venez de nous dire sur la gestion financière, c'est-à-dire que vous avez une subvention versée par l'État, oui. Mais il apparaît que le contrôle est plus difficile au niveau, en tout cas, de nos commissions, parce que si on sait de manière précise le montant de la subvention qui vous est
octroyés, la détermination des dépenses est beaucoup plus difficile. Monsieur le sénateur, dans la réponse à notre questionnaire, nous avons essayé de vous donner la totalité des chiffres dont nous disposions. Nous faisons évidemment le même exercice lorsque nous sommes interrogés chaque année dans le cadre de la préparation des lois de finances par les commissions parlementaires sur des formulaires qui sont les formulaires applicables à l'ensemble des organismes. Et je crois que nous essayons d'être le plus précis possible, tant pour l'utilisation de nos équivalents temps plein que pour la fixation de nos crédits de fonctionnement, 14,85 millions d'euros, que pour la fixation du chiffre de ce qui nous revient de l'extérieur, à seul complément de la dotation de l'État, 88 000 euros. Donc nous essayons de faire en sorte que tous les tableaux soient, comme on dit, renseignés de la manière la plus complète possible. Et en tout cas, je puis vous assurer qu'il n'est en aucune façon dans notre intention de consigner par-devers nous quelques chiffres qui ne puissent vous être communiqués. On vous en a fait la démonstration par rapport à la commission d'enquête, Monsieur le Président. Nous parlions du contrôle habituel du Parlement au niveau de la Commission des finances. Ce qui est quand même la caractéristique du passage en autorité publique indépendante. Est-ce que vous considérez qu'il serait envisageable de prévoir une mutualisation des fonctions dites support du CSA? Alors, nous procédons, et c'est une politique que nous développons actuellement, à une mutualisation au niveau territorial. Et notamment, nous avons mutualisé à Caen, Dijon et Toulouse les locaux des CTA, des comités territoriaux de l'audiovisuel, avec les DRAC. Et à Lyon, je m'y suis rendu moi-même pour veiller à cette opération, nous occupons une partie de l'ensemble des locaux administratifs de la préfecture. Pour le reste, les fonctions du CSA sont extrêmement spécialisées. Je rappelle que essentiellement ce sont des fonctions techniques liées à l'octroi et à la gestion et au contrôle des fréquences, des fonctions économiques liées aux études d'impact, des fonctions juridiques, car le CSA, s'il a des activités diverses, s'exprime à travers une formalisation juridique soumise au juge, comme il a été rappelé. Nous développons aussi une activité spécifique internationale à travers le rôle que nous jouons au sein de réseaux. Je me permets de rappeler à cette occasion que le CSA, outre la présidence de l'ERGA dont je parlais tout à l'heure, développe aussi son action comme secrétariat du réseau des régulateurs méditerranéens et comme secrétariat du réseau francophone, ce qui est une grande importance et du point de vue des droits et libertés et du point de vue de notre capacité d'exportation de notre savoir-faire en matière de communication. Par ailleurs, en termes de gestion, nous mutualisons de plus en plus de marchés publics avec les services du Premier ministre, par exemple tout ce qui concerne les déplacements. Systématiquement, lorsque nous avons des dépenses à faire, nous nous adressons aux marchés négociés communs comme ceux de l'UGAP. Le fait d'être passé en système d'autorité publique indépendante, est-ce que ça a facilité, je dirais, la négociation avec l'État au niveau budgétaire? Bien, il est trop tôt, monsieur le sénateur, pour faire un bilan, car même si la loi date du 15 novembre 2013, il a été convenu avec les services de Bercy qu'il y aurait une période intermédiaire de préparation qui serait l'année 2014. Par conséquent, nous sommes passés sous le nouveau régime qui comporte en particulier une adaptation de la gestion par le logiciel Chorus à partir du 1er janvier 2015. Donc nous n'avons qu'un semestre d'expérience derrière nous et nous sommes encore dans le cadre
nous arrivons à son terme, de la discussion budgétaire, qui n'est d'ailleurs pas portée par nous, même si, comme M. Marc Guillaume l'a dit dans son audition devant nous, nous faisons partie du petit nombre d'autorités administratives indépendantes qui pouvons, dans certains cas, avoir un accès direct à des conférences budgétaires. Est-ce que tu m'autorises ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez été contrôlé par la Cour des comptes ? Oui, nous avons été contrôlés à 3 reprises par la Cour des comptes, mais pas récemment. Alors, d'un point de vue financier, quand on regarde les éléments financiers que vous nous avez transmis, bon, on constate que vos dépenses de communication sont modestes, 100 000 € en 2014 sur un budget hors masse salariale de 14,5 millions d'euros, mais ces dépenses ont doublé quand même en 4 ans. Est-ce qu'il y a une raison? J'ai bien dit qu'elles étaient modestes parce que je vois... Monsieur le sénateur, c'est 70 000 € sur une période de 4 ans. Le coefficient, si je me souviens bien du tableau qui vous a été soumis, est passé de 0,07 à 0,1. Oui. Donc, c'est une augmentation qui est significative, mais qui est liée à des faits très précis dont je vais vous rendre compte. En 2014, nous avons d'une part organisé le premier très grand colloque du CSA sur le thème « L'audiovisuel enjeu économique » le 2 octobre 2014, qui a été clôturé par le président de la République et qui a été un travail considérable que nous avons fait sur nos propres forces, en quelque sorte. Nous n'avons pas du tout délégué à des organes de communication. Et par ailleurs, la même année, le 9 décembre 2014, nous avons organisé au Collège de France un colloque sur le thème des écrans pour les jeunes, sur les grandes thématiques de l'évolution de la communication audiovisuelle pour le public jeune. Mais nous essayons de restreindre au maximum nos dépenses de communication. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le grand colloque de cette année, qui est consacré au thème de la diversité, qui aura lieu le 6 octobre prochain, sera organisé dans les locaux du CSA lui-même pour générer encore plus d'économies. Ceci étant, Monsieur le Président, pour avoir lu toutes vos déclarations des 6 derniers mois, je pense que vous n'avez pas besoin d'un gros budget de communication. Il suffit que vous communiquiez. Prendre comme un compliment, Monsieur le sénateur. Mais bien sûr, Monsieur le Président. C'est une lecture fort intéressante d'ailleurs. J'invite mes collègues à s'imprégner de ces excellentes déclarations. Vous avez indiqué à la commission d'enquête, dans la réponse à notre questionnaire, que 4,4 millions d'euros correspondaient à des prestations externes relatives, je cite, à des missions du CSA, études, contrôle des programmes, projets informatiques, contrôle des mesures, y compris TNT, RNT, etc. Selon la même réponse qui a été transmise, et je vous cite, les prestations externes concernent les loyers, les charges locatives, les travaux d'entretien et de réparation, les contrats d'assurance et les rémunérations des prestataires techniques. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir ce dont il s'agit exactement et pourquoi cette dépense qui touche le cœur de métier du CSA, là je reprends votre réponse, est considérée comme une prestation externe. Alors, je crois qu'il y a 2 sources de dépenses, comme vous l'avez très précisément mentionné, Monsieur le sénateur. Il y a d'abord tout ce qui relève, je dirais, du pôle immobilier, et en particulier des loyers. Ces loyers correspondent à une somme très importante, 6 millions d'euros, dans notre budget. Nous avons réussi à réduire d'1 million d'euros la location de notre siège parisien. Et Madame Nathalie Morin a fait état du fait que nous avions réussi en une seule fois à baisser de 575 € par mètre carré à 431 € par mètre carré le montant de ce que nous devions, et que du point de vue des principes de France Domaine, notre exemple ne soulevait aucune observation critique de sa part. Par ailleurs, la mutualisation dont je vous ai parlé est extrêmement bénéfique du point de vue des économies, car lorsque nous nous installons dans des locaux administratifs, j'espère que les responsables de ces locaux ne m'écoutent pas trop attentivement, mais nous n'exposons plus que les dépenses locatives. Et donc nous n'avons pas les dépenses du propriétaire.
Par conséquent, déjà en faisant basculer, si je puis dire, en une année, 4 des CTA de la métropole dans le giron administratif commun, nous diminuons considérablement notre dû. Alors, par ailleurs, nous faisons appel à des prestations externes, beaucoup moins d'ailleurs pour des études d'impact, parce que dans toute la mesure du possible, nous préférons en garder la maîtrise, car il y a toujours des liens qui peuvent exister entre tel ou tel cabinet et dont nous n'avons pas nécessairement toute l'information précise. Mais évidemment, lorsque la charge est trop importante, nous devons, sous notre contrôle, la déléguer en partie. En revanche, il y a des prestations de cabinet auxquelles nous sommes contraints, par exemple pour la signalétique, qui nous coûte très cher et qui est une des fonctions que le Parlement nous a confiées, notamment pour la protection du jeune public. Je signalerai par exemple que les coûts de confection de la signalétique se montent à près de 240 000 € par an. Par ailleurs, nous avons la responsabilité d'établir des baromètres qui sont tout à fait essentiels, soit par nous-mêmes, soit en coopération. Par exemple, le baromètre sur l'équipement des foyers en télévision, qui est essentiel pour le problème du basculement de la bande 700, qui est en cours d'examen par le Parlement, est financé de façon tripartite par le ministère de la Culture, l'Agence nationale des fréquences et le CSA. Et c'est une pratique que nous essayons de généraliser avec d'autres services administratifs ou d'autorités indépendantes. Ce qui fait que le nombre d'études que nous prenons en charge à titre exclusif est tout à fait minoritaire. Merci. Sur les effectifs des collaborateurs du CSA, il y a pratiquement la moitié de ces effectifs qui sont des CDI de droit public. 140. Oui. Oui. Comment expliquez-vous cela? C'est un véritable problème, monsieur le sénateur, qui ne touche évidemment pas la qualité des intéressés, qui est très grande, et permettez-moi cette occasion, ici, de leur rendre hommage. Mais le système de contrat à durée déterminée qui se mue en contrat à durée indéterminée installe les collaborateurs concernés dans une situation au sein d'une institution. Alors qu'un régime statutaire, et nous avons aussi des fonctionnaires détachés au nombre d'une quarantaine, leur permet de changer régulièrement d'affectation. Alors, bien entendu, il y a aussi, à l'intérieur de l'institution, et organisée notamment sous la responsabilité de la direction générale, une politique de mobilité et de promotion qui a d'ailleurs été récemment favorisée par une réorganisation de notre organigramme qui datait de 2005 et qui, par une décision du 12 mai dernier, a été très largement refondue. Ce processus est en cours et a permis, je le répète, beaucoup de mobilité et un certain nombre de promotions tout à fait méritées. En revanche, il est vrai que la pratique d'échange entre autorités administratives indépendantes de personnel à contrat indéterminé rencontre rapidement des limites. Nous avons fait des tentatives, mais elles n'ont pas été complètement couronnées de succès du côté, par exemple, de l'autorité de la concurrence. Nous avons des contacts avec le défenseur des droits. Mais il est vrai que le titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne bénéficie pas des mêmes garanties de mobilité qu'un fonctionnaire statutaire. Et à cet égard, je touche du doigt ce qui apparaît parfois comme un paradoxe du droit de la fonction publique, à savoir que le statut peut être une liberté et le contrat une contrainte. Merci. Vous nous avez, je dois dire que ce n'est pas le cas de toutes les autorités administratives indépendantes, communiqué le montant des traitements et rémunérations des membres du collège et du président. Considérez-vous, c'est très variable selon les autorités administratives indépendantes et le travail n'est pas le même et
les responsabilités n'ont souvent strictement rien à voir. Considérez-vous que ce traitement du président et des membres du collège correspond aux responsabilités exercées? Alors, il m'est difficile d'apprécier qualitativement sur le plan pécuniaire la rémunération d'autrui. Mais ce que je peux dire, c'est que celle dont bénéficient de manière nette, je parle d'abord des membres du collège, n'est pas sans poser les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire que pour des professionnels dans le monde des médias qui sont engagés dans une carrière et reconnus pour leurs compétences et leur expérience, bénéficier d'un traitement dont je mesure par rapport à tant de situations individuelles l'importance relative, c'est-à-dire 9 000 €, peut, dans ce monde des médias, poser un certain nombre de problèmes. Quant au travail accompli, j'ai dit que c'était un travail à plein temps, et j'ai marqué la variété, la compétence et l'expérience des membres du collège placés sous la sauvegarde des autorités qui les désignent. En ce qui me concerne, monsieur le sénateur, par rapport à ma situation antérieure de président de section au Conseil d'État, je n'ai tiré aucun avantage des responsabilités, je crois pouvoir dire très lourdes, que j'exerce, et je rappelle que par ailleurs je n'ai droit à aucune autre activité, ce qui m'apparaît, compte tenu de cette lourdeur, précisément parfaitement naturel. Par rapport aux membres du collège, le fait qu'il y ait un régime indemnitaire important, puisqu'on peut dire, je crois que c'est de mémoire autour de 80 000 € au-delà du traitement, est-ce que ça correspond à cette... C'est 50 525 €. Non, pour les membres du collège. Pour les membres du collège, de mémoire, je n'ai pas l'impression que ce soit ce chiffre. Mais c'est pas grave. Mais est-ce que c'est... 73 000 et quelques euros en tant que titulaire de l'échelle lettre F comme traitement principal, et le complément de rémunération qui est fixé, ainsi que le précise l'article 5, par la loi et le règlement. Oui. Mais pour revenir à ce que vous nous expliquez, c'est la conséquence de la nécessité, vu, je dirais, leur origine professionnelle, d'essayer de... non pas de compenser, mais ça pose c'est pas le montant, moi, qui me pose problème. C'est le fait de, je dirais, de l'indépendance, puisque, si j'ai bien compris vos explications, vous dites un certain nombre travaillent, ont des fonctions importantes, ont eu des fonctions importantes dans le domaine de l'audiovisuel, avec des revenus qui étaient très importants, et donc on a donc un véritable problème, puisque le fait d'accepter de siéger au CSA fait que, en réalité, même si on peut considérer nos concitoyens que ce sont des rémunérations avec le régime indemnitaire importante, ça ne correspond pas à ce qu'ils avaient. Et donc c'est un réel problème. Mais je pense que cela peut se révéler comme un problème substantiel, d'autant que, comme j'y insistais tout à l'heure, cela est suivi d'une année où des incompatibilités professionnelles s'appliquent. Et d'ailleurs, si l'on considère les 3 membres du Conseil qui ont quitté le collège, il y en a un qui est revenu dans la fonction publique dans son corps d'origine, et les 2 autres qui touchent la mesure compensatoire, qui est le maintien de la rémunération, qui n'ont pas été en mesure de retrouver une activité professionnelle. Par ailleurs, s'applique ensuite la période de 2 années où, très normalement, sont contrôlés les conflits d'intérêts au titre de l'article L432-12 du Code pénal. Le problème serait encore aggravé si, comme il en avait été question, et comme c'est le cas pour une institution qui va se présenter devant vous en la personne de sa présidente tout à l'heure, ces incompatibilités s'appliquaient a priori, ex ante, c'est-à-dire interdisaient à des personnes appartenant à ces milieux d'intégrer l'institution en cause. Mais je ne vais pas parler en lieu et place de Madame Marais. Donc c'est pour moi, en effet, en tant que président de l'institution, une préoccupation que l'effet de césure que peut comporter en cours de parcours
le rôle de régulateur. Et je ne crois pas qu'il ne serait bon ni que ce rôle soit confié uniquement aux plus jeunes, ni qu'il ne soit confié aux plus anciens. Déjà, au-delà de 65 ans, si j'ai bien compris, c'est plus possible. On ne peut plus être nommé voilà. Lorsque l'on a dépassé l'âge de 65 ans, mais comme l'article 5 de la loi le garantit, on peut et doit poursuivre ses fonctions au-delà. Tout à fait. Mais c'est dans le cadre de son mandat. Dans ce type d'expérience professionnelle, ça peut devenir un réel problème, ce dont nous venons de parler. De mon point de vue, oui, monsieur le sénateur. Estimez-vous, monsieur le président, que le CSA pourrait absorber d'autres autorités administratives indépendantes? J'ai lu un certain nombre de vos déclarations. C'est pas une question. Monsieur le sénateur, vous me permettrez de dire d'abord que le terme d'absorption est très loin de ma réflexion, encore plus de ma vision de ce que pourrait être l'avenir des autorités administratives indépendantes. En réalité, un certain nombre de questions ont été posées. J'en distinguerai, pour être rapide, 3. La première, ce sont les rapports entre le CSA et l'ARCEP. Je ne vais pas en faire le long historique. Il y a des fonctions communes très importantes qui tiennent tout simplement au fait que le monde des communications électroniques est un et que s'applique le principe de neutralité technologique, d'ailleurs explicitement souligné par l'article 1er de la loi de 1986, selon lequel, quelle que soit la nature des services audiovisuels numériques, ils ont vocation à relever de la même autorité, indépendamment du canal de diffusion qu'ils empruntent. Et puis, il y a des problèmes qui nous sont communs, par exemple la question du basculement de la bande 700 à laquelle j'ai déjà fait référence, le principe de neutralité du net, le règlement des différends entre les distributeurs et les éditeurs en ligne, alors que nous avons le règlement des différends entre les éditeurs et les distributeurs, le marché de gros en amont de la radiodiffusion, enfin je pourrais multiplier les exemples. Le président de la République a fait une déclaration valant position de principe le 2 octobre 2014. Il a même parlé d'intégration progressive. Il a invité les ministres concernés à lui soumettre des rapports. Je n'ai pas d'informations sur la rédaction de ces rapports. Donc, je ne peux que le constater. En ce qui concerne le CSA et l'ADOPI, vous vous souvenez que nous n'avions absolument rien demandé à cet égard, mais qu'un rapport qui avait marqué, le rapport de Pierre Lescure, avait proposé que le CSA puisse reprendre un certain nombre des attributions de l'ADOPI. Nous avions simplement marqué que nous étions prêts à en reprendre certaines si telle était la décision des pouvoirs publics, notamment au regard des capacités importantes et remarquables de veille et d'observation des marchés du numérique assurés par l'ADOPI, aussi pour entrer plus aisément en contact avec quelques grands acteurs du numérique qui pourraient entrer dans une politique de conventionnement favorable à la création culturelle française et européenne. Nous avions marqué aussi que nous n'étions pas prêts à prendre en charge, même indirectement, le travail d'une commission qui a pour objet de surveiller le comportement des individus, ce qui n'est absolument pas conforme à l'équilibre et à l'inspiration des tâches du CSA. Les pouvoirs publics ont renoncé à cette perspective, dont acte à nouveau. Et quant à la troisième perspective qui a été mentionnée par certains, plus à titre de crainte que de projet, le CSA n'a assurément pas vocation à être un régulateur d'ensemble du net. Il a vocation à rester le régulateur des services audiovisuels au sens le plus moderne et le plus numérisé qui puisse être le cas échéant. Mais le numérique embrasse et englobe aujourd'hui toutes les activités et je me permettrai de dire encore de façon générale qu'il me semblerait imprudent, peut-être même pour nos droits et libertés, qu'un seul organisme puisse exercer des fonctions de régulation dans un domaine aussi vaste et dont la croissance est quasiment exponentielle. Le CSA publie
beaucoup de rapports, vous nous l'avez indiqué tout à l'heure, et ça résulte de la réponse que vous nous avez transmise. De plus en plus de ces rapports sont publiés à l'initiative du CSA, et j'en reviens peut-être en partie à un propos de tout à l'heure. Pensez-vous que la multiplication des prises de position publiques du CSA est souhaitable? Je relèverai d'abord, Monsieur le sénateur, que les pouvoirs publics nous y invitent en grande partie. D'abord, l'article 18 de la loi qui fixe le contenu de notre rapport annuel mentionne qu'il nous incombe de proposer les adaptations législatives et réglementaires qu'appellerait l'évolution de notre environnement. C'est ce que nous avons fait à nouveau depuis le rapport publié en 2013, donc sur l'exercice 2012, la première année où j'ai exercé mes responsabilités, et ça a été poursuivi les années suivantes. Il comporte d'ailleurs une autre disposition dont nous n'avons jamais usé jusqu'à présent, qui est de donner un avis sur le montant et la répartition, plus exactement la répartition de la contribution à l'audiovisuel et sur la répartition des ressources publicitaires, le même article 18. Mais surtout, par ailleurs, le rapport nous a invités à faire un bilan de notre activité, des effets économiques, des autorisations et suivis que nous avons assurés. Et dans le dernier rapport, il y a un chapitre de 35 pages qui est consacré à ces questions. Et enfin, la loi de 2013 en particulier, mais pas seulement, a multiplié les demandes de rédaction de rapports susceptibles d'être adressés, enfin, qui doivent être adressés au Parlement et en particulier aux commissions parlementaires chargées des affaires culturelles. Je veux parler en particulier des rapports sur les modifications et applications annuelles des cahiers des charges et contrats d'objectifs et de moyens s'agissant du secteur public de l'audiovisuel, du rapport de la situation de ces mêmes sociétés publiques au bout de 4 années d'exercice du mandat de leurs dirigeants. Et puis, par ailleurs, le Parlement, à chaque fois qu'il a prévu une étude d'impact, l'a assortie d'une consultation publique qui constitue en quelque sorte un rapport, si j'ose dire, dans le monde des médias, urbi et orbi. Pour en venir à des problèmes plus d'actualité, la loi organique du 15 novembre 2013, qui est relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, ont rendu au CSA son pouvoir de nomination pour le président de France Télévisions, de Radio France et de l'audiovisuel extérieur français, France 24. Cette décision a eu pour premier effet que ces nominations ne sont plus soumises pour avis aux commissions parlementaires. Considérez-vous que cette forme de nomination soit une avancée en termes de transparence démocratique ? Alors, en ce qui concerne votre observation sur le rôle des commissions parlementaires, il s'agit, comme vous le savez, de l'application de la décision du 12 décembre 2012 du Conseil constitutionnel au Conseil des finances publiques, qui interdit, lorsqu'une autorité administrative ou judiciaire exerce un pouvoir de nomination, que celui-ci soit soumis à l'avis d'une instance parlementaire. Donc, le législateur s'est heurté à cette question. Nous n'y sommes vraiment pour rien, ni à l'origine, ni quant aux conséquences à en tirer. Le législateur a prévu que, dans un délai maximal de 2 mois suivant la nomination, le nouveau président, la nouvelle présidente d'une société publique de l'audiovisuel viennent présenter son rapport d'orientation, c'est-à-dire le projet qu'elle se propose ou qu'il se propose pour son mandat. En ce qui concerne le mode de nomination, le CSA a toujours dit qu'il s'estimait prêt à exercer à nouveau la compétence, que sous une forme un peu différente, avec des règles nouvelles, le législateur lui a confié à nouveau après l'interruption de la loi de 2009.
Mais quant au choix de la procédure, il s'agit bien évidemment d'une question politique sur laquelle le CSA n'a pas lieu de se prononcer. Lorsque ces nominations étaient soumises pour avis au Parlement, la procédure qui avait été mise en place par la loi de juillet 2010 fixait les conditions précises de procédure pour assurer une réelle transparence. Il y avait un délai minimum de 8 jours entre la proposition de nomination et l'audition, audition publique par les commissions. Et qu'avez-vous fixé comme règle qui puisse, je dirais, équivaloir à une telle transparence lors du processus de désignation par le CSA des présidents de ces sociétés? Alors d'abord, nous avons appliqué strictement la loi et la jurisprudence constitutionnelle. La loi qui a prévu de se fonder sur un projet stratégique, qui a mis en place des conditions préalables d'appréciation de compétences et d'expérience. Et nous avons mis en œuvre une procédure que nous avons annoncée par des communiqués de presse successifs, qui ont conduit à un choix très largement ouvert, puisque, à la différence des cas précédents, il y a eu, s'agissant de Radio France, 12 candidats ou candidates, et s'agissant de France Télévisions, 33. La question s'est posée de savoir si nous devions rendre publics les noms et les auditions elles-mêmes lorsqu'il y avait lieu à audition. En ce qui concerne les noms, nous avons, et c'est la seule différence entre Radio France et France Télévisions, adopté une démarche légèrement différente pour France Télévisions, dans la mesure où plusieurs des candidats qui pouvaient se réclamer d'une très grande compétence et d'une très grande expérience nous ont fait savoir que la condition de leur candidature était que leur nom ne fût pas rendu public par le CSA. Et notamment, parmi les 7 candidats qui ont été auditionnés par le CSA, 3 d'entre eux, je ne peux pas dire lesquels, ni si le candidat choisi en a été, on en fait la condition même de la poursuite de leur démarche de candidature. En ce qui concerne les auditions, nous avons été contraints par la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2000, qui dit très clairement et très nettement que il n'est pas possible de rendre publiques les auditions dès lors que, et je me permets de citer cette décision, ne serait plus assurée en pareil cas l'entière liberté de parole tant des candidats que des membres du Conseil eux-mêmes, condition nécessaire à l'élaboration d'une décision collégiale éclairée fondée sur la seule prise en compte de l'intérêt général et du bon fonctionnement du secteur public de l'audiovisuel dans le respect de son indépendance. Il a même relevé que la publication intégrale de ces auditions, donc publiques, pourrait porter atteinte à la nécessaire sauvegarde de la vie privée des personnes concernées. Alors, nous sommes tout à fait conscients du problème. Et dans sa déclaration collective, les 8 membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel le 4 juin 2015 ont à la fois marqué qu'ils assumaient complètement le choix qui avait été le leur, qu'ils n'avaient subi aucune pression et que le délibéré s'était déroulé dans la plus totale indépendance et selon une procédure collégialement acceptée, mais qu'une réflexion pouvait assurément être utilement ouverte sur des voies de publicité plus larges. Publicité plus large qui pourrait concerner le nom des candidates et candidates, les auditions à condition que le Conseil constitutionnel ne soit pas conduit à s'y opposer, voire à des auditions publiques de tiers intéressés, notamment de différents acteurs de l'audiovisuel. Nous demandons à cet égard au législateur, selon notre démarche habituelle, une voie à suivre, et nous pensons que il y a lieu de rechercher un équilibre entre le compte-rendu
qui est une condition importante de la vie démocratique, et l'abri à l'égard de toute pression qui pourrait déformer l'appréciation collective que le législateur nous a chargé d'élaborer. Et puis aussi l'appel à une gamme suffisante et suffisamment large de compétences et d'expériences. Et d'ailleurs, je me permets de noter en passant, monsieur le sénateur, que même si les rémunérations des sociétés publiques de l'audiovisuel n'ont rien à voir avec celles des autorités publiques indépendantes, nous nous heurtons malheureusement au même problème vis-à-vis de responsables reconnus et compétents des médias ou de secteurs annexes comme les télécommunications, qui sont extrêmement réticents à l'idée de diviser leur rémunération par 2, par 3, par 4, voire plus, pour exercer des responsabilités publiques aussi éminentes et essentielles pour le pays, fussent-elles. Donc c'est là aussi, me semble-t-il, une question d'équilibre, et c'est, je crois, au législateur qu'il incombe de déterminer cet équilibre auquel le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est-il besoin de le souligner, se tiendra strictement. Oui, vous faisiez, Monsieur le Président, référence au communiqué du 4 juin 2015 que j'ai sous les yeux. Nomination à France Télévisions, un choix assumé, un débat pour l'avenir. Bon, on comprend ce que veut dire le choix assumé, mais en même temps, un débat pour l'avenir, c'est que la situation actuelle pose problème. Sinon, je pense qu'il n'y aurait pas, le communiqué n'aurait pas de lieu d'être. Il y a eu, monsieur le sénateur, un débat. Ce débat repose à la fois sur des problématiques que je viens de reprendre en exposant la justification, et puis aussi sur un certain nombre de procès d'intention qui m'ont même conduit à parler devant la commission de l'Assemblée nationale à un moment donné de déstabilisation. Le Conseil a lui-même, dans la diversité de ses membres, évoqué les différentes pistes que je viens de mentionner. Mais il a ajouté, et je me permets, puisque vous y faites mention de le citer, « Nous attirons toutefois l'attention sur le risque réel de dissuader des candidatures particulièrement intéressantes pour le bon fonctionnement de l'audiovisuel public et de mettre en cause la précision, l'authenticité et finalement la sincérité des débats. Nous mesurons la difficulté à renforcer la transparence sans fragiliser l'indépendance. » Transparence et indépendance sont un couple précieux, mais qu'il est difficile parfois d'unir dans la durée. Mais au fond, Monsieur le Président, est-ce que ce pouvoir de nomination, est-ce que vraiment il devrait incomber à une autorité administrative indépendante? Moi, je ne le pense pas personnellement, parce que ça veut dire que, contrairement au gouvernement, là, la AI, je suis désolée, mais elle n'est pas responsable de ses décisions devant le Parlement. C'est quand même une question qui mérite quand même d'être regardée très attentivement. Même si c'est l'application de la loi. Bon. Oui. Madame la Présidente, ce principe avait été appliqué depuis la haute autorité. Un principe tout à fait différent a été appliqué entre 2009 et 2013. Je répète qu'il s'agit là véritablement de choix du Parlement. Et qu'il ne revient pas au Conseil supérieur de l'audiovisuel lui-même de revendiquer ou de démentir quoi que ce soit sur ce point. Certes, mais vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, parce que le Parlement, quelquefois, prend des décisions sans toutefois réaliser les conséquences. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation un peu particulière, là, quand même. Donc votre expérience est utile et la commission d'enquête a envie vraiment de vous entendre sur ce point précis. Je pense qu'une réflexion serait utile sur la répartition de l'accompagnement de la gouvernance des sociétés publiques. Je veux dire par là qu'il revient au gouvernement, sous le contrôle du Parlement,
d'exercer ses activités d'actionnaire et d'autorité de tutelle. En revanche, le législateur a beaucoup insisté, et tout récemment, fin 2013, sur la nécessité que le CSA puisse rendre compte au Parlement de l'activité des sociétés publiques de l'audiovisuel. Je pense pour une raison fondamentale, c'est que le service public de l'audiovisuel est défini par la loi de 1986 modifiée comme la référence de toutes les qualités que le Parlement souhaite voir portées par le secteur audiovisuel. Et donc, comme autorité régulatrice, il a pu lui paraître important que le CSA, en quelque sorte, en atteste. D'où toute la série des rapports qui lui sont demandés. Or, ces rapports ne portent pas simplement sur les aspects programmatiques des sociétés de l'audiovisuel, mais dans la mesure où elles touchent en particulier les contrats d'objectifs ou des moyens ou les résultats des sociétés de l'audiovisuel, elles touchent à des problèmes qui concernent la gestion des ressources humaines ou la gestion des ressources financières. Et donc, il y a là aussi un équilibre entre les différentes compétences qui se trouvent exercées, compétences de nomination qui ne touchent pas d'ailleurs que les dirigeants, mais aussi les membres des conseils d'administration, en nombre non négligeable, 4 ou 5 suivant les sociétés. L'évaluation ex ante, à travers les études d'impact et les modifications projetées, voire les conclusions projetées des contrats d'objectifs et de moyens. Il en est un fort important en cours de négociation à Radio France. Et l'évaluation ex post, à travers les bilans annuels, l'exécution des cahiers des charges et des contrats d'objectifs et de moyens, et puis le rapport annuel général dont nous avons déjà parlé, prévu par l'article 18 de la loi. C'est un ensemble qui comporte des problèmes d'articulation et d'équilibre. Je crois que l'expérience des sociétés de l'audiovisuel public elles-mêmes, telle exprimée par ses présidentes, ses présidents, est importante en l'espèce. Ont-elles ou non vocation à être accompagnées par une pluralité d'acteurs, au sein desquels l'autorité régulatrice a naturellement une place importante, ou doit-on se trouver dans le cas classique du dialogue entre une autorité de tutelle et une société publique? Pour l'instant, le législateur a considéré que les sociétés publiques consacrées à la communication audiovisuelle étaient dans une situation tout à fait particulière qui devait conduire à préserver au maximum l'autonomie et la largeur de compétences aujourd'hui reconnues à l'autorité régulatrice. Il pourrait en être différemment si le législateur en décidait ainsi. Ce que je reconnais bien volontiers, Madame la Présidente, c'est qu'il reste des ajustements à opérer en ce qui concerne le suivi de l'accompagnement multiple réalisé par l'autorité de régulation, les corps de contrôle et l'ensemble des administrations chargées de la tutelle. Je veux parler évidemment du ministère de la Culture et de la Communication, du ministère de l'économie et des finances et notamment de la direction du budget, comme d'ailleurs de l'agence des participations de l'État. Il y a là une multiplicité et une pluralité d'acteurs qui invitent sans doute à la réflexion.